RTL, le livre du jour. Le livre du jour est signé Philippe Legrand, consacré à Voltaire. Ce livre, d'ailleurs, c'est un joli titre, Voltaire Forever. C'est un clin d'œil à cet académicien français que fut Voltaire, car il faut le rappeler, il était aussi académicien, ce philosophe des Lumières. Mais ma question, avant qu'on parle à Philippe Legrand, porte sur l'année 1791, où là, il fut le deuxième, Voltaire, en 1791. Le deuxième à quoi? À entrer au Panthéon. À entrer au Panthéon. Excellente réponse de Paul Elkarat. On pourrait même presque considérer qu'il fut le premier, puisque je crois qu'on a enlevé... Mirabeau, il a été enlevé. Voilà, on a enlevé Mirabeau, à peine on y avait fait entrer. C'est pas gentil, ça. Mais quand même, Voltaire est le numéro 2 à être entré au Panthéon, panthéonisé en 1791. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour Laurent, bonjour à toute la famille des grosses têtes qui est autour de vous. Bonjour. Et elle est nombreuse. Je vois que Paul Elkarat a réponse à tout. Oui. Et sur Voltaire, peut-être plus encore que sur d'autres sujets. Vous-même, j'imagine, vous êtes incollable sur Voltaire. D'autant, et ça c'est très émouvant, que vous racontez avoir fait vos devoirs de vacances. Ça, c'est dans la maison de vos grands-parents, tout près de Nice. Avoir fait vos devoirs de vacances sur un bureau en bois ciré. Bureau sur lequel aurait lui-même travaillé Voltaire? Oui, alors c'est assez impressionnant cette petite histoire qui est en fait un clin d'œil et probablement qui explique la suite de ce que j'ai fait plus tard et que je fais encore aujourd'hui dans ce monde des médias et de l'écriture. En fait, j'ai fait jeune étudiant mes devoirs chez mes grands-parents pendant les vacances d'été et à chaque fois que je m'asseyais, mon grand-père me disait fais attention, il faut que tu sois à la hauteur. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de comprendre et je lui ai posé la question pourquoi. Il m'a dit, écoute, ce bureau que nous avons gardé dans la famille est un bureau sur lequel Voltaire a écrit quelques-unes de ses correspondances. C'est un bureau qui n'est pas si grand que ça, une sorte de petit secrétaire, mais c'est vrai que sur le moment et longtemps après, j'étais assez impressionné et probablement que ça m'a incité peut-être à commencer par... connaître un peu mieux Voltaire. Alors, ça n'est pas dans le livre et c'est anecdotique. Et après, on parlera vraiment de Voltaire. Mais quand même, vous avez vérifié depuis si c'était vrai. C'est pas une astuce. Pardon de vous dire ça. C'est pas une astuce de votre papa ou de vos grands-parents pour dire boss, t'es sur le bureau de Voltaire. Ouais, parce que moi, vous avez raison. Pendant très longtemps, j'avais un vinaigrier que je sortais à chaque fois que j'invitais. À chaque fois que j'invitais des amis, et je disais qu'il avait appartenu à Victor Hugo, et tout le monde disait ah bon, mais la preuve et je soulevais le bas et il y avait écrit VH. Vinaigre et huile. Quelle est bête. Tout le monde a toujours cru que c'était le vinaigrier de Victor Hugo. Alors Philippe Legrand, vous avez vérifié? Bah oui, parce qu'à un moment donné, il le fallait. La pression était trop importante et donc plus tard, oui, effectivement, c'était l'un de ses bureaux. Vous savez, il a été assez souvent en fuite parce qu'il dérangeait. Parce qu'il écrivait et les opprimés qu'il défendait aussi à travers ses nombreuses lettres et donc c'était l'un des bureaux, pas le principal mais l'un des bureaux de l'une de ses cachettes si je puis dire lorsqu'il était en fuite. Effectivement, il a été authentifié. Et ainsi voilà, après. Si vous avez des nouvelles du bureau en question, j'aimerais bien savoir où il est passé dans les nombreux déménagements. C'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui. Ah bah c'est plutôt vous qui devriez le savoir que nous, dites donc. C'est le bureau de vos grands-parents, c'est pas ma grand-mère à moi. Mais Mère Fifine n'avait pas le bureau de Voltaire. Oh, mais Mère Fifine. Oh, elle était mignonne. Toujours est-il qu'en travaillant sur le bureau de Voltaire, vous avez, tel Candide, vous avez cultivé votre jardin. Bah oui, un jardin autour de l'œuvre, au fond, à mieux connaître de Voltaire. Et quand on rentre dans le détail, on se rend compte que finalement, celui qui posait les questions à travers l'esprit critique a finalement installé, avec les encyclopédistes qu'il a rejoint plus tard, il a installé un système de pensée et une mécanique intellectuelle qui n'était pas l'esprit critique. Quand on dit critique aujourd'hui, on se dit tiens, il va me donner un coup de poing ou sortir son couteau. Il n'est pas d'accord. L'esprit critique de Voltaire, et c'est toute la question du livre, c'est finalement l'esprit critique, c'est entre avec moi dans une conversation. C'est le dialogue. Partager des idées. Exactement. La conversation
du siècle des Lumières. Moi, je me suis longtemps habillée en Zadig et Voltaire, mais ça n'a rien donné. Quelle était votre couleur? L'intelligence artificielle aujourd'hui fait débat, et vous dites dans votre livre, parce qu'évidemment vous partez de Voltaire et vous parlez de la société telle qu'elle est maintenant, vous dites l'intelligence artificielle qui fait débat est l'occasion de rappeler les vertus de l'exercice de la pensée, parce que certes, ChatGPT et tout le reste, ils pourront vous faire tous les résumés que vous voulez, toutes les rédactions que vous voulez, mais ils pourront quand même pas penser et réfléchir à votre place. C'est évidemment ce que vous voulez transmettre aussi dans ce livre. Oui, et puis alors, d'une certaine manière, ne pourrions-nous pas dire que l'intelligence artificielle a aussi été inventée par ces encyclopédistes? Qu'est-ce que c'est d'abord l'intelligence artificielle? En dehors de l'aspect technologique, c'est une façon, au fond, de garder la connaissance, de la synthétiser et puis de la ressortir à une vitesse incroyable. L'encyclopédie, c'est ça, c'est au fond réunir dans un même volume, réunir un certain nombre de connaissances que vous avez avec vous. Les dictionnaires sont là aussi pour cet exercice-là. Alors aujourd'hui, ça prend une autre dimension qui est évidemment soutenue, développée, multipliée par la technologie. Mais si on regarde attentivement, derrière le « i » de l'intelligence, il pourrait y avoir l'intrusion, et chez le A d'artificiel, il pourrait y avoir autrui. Il y a aussi cet autre côté d'intelligence artificielle, c'est au fond une intrusion chez autrui. Donc, au fond, il faut aussi s'en méfier et ne pas oublier qu'entre l'intelligence et l'intrusion, il y a aussi la nécessité de rester avec sa pensée, de continuer à penser et de faire vivre ses neurones comme vous le faites, parce que l'humour est aussi quelque chose que cultivait Voltaire. Et je l'écris aussi à travers l'ironie, à travers la satire, à travers les pamphlets. Voilà. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que j'ai lu ça, je ne sais plus qui a sorti ça l'autre jour, mais ça m'a bien plu, que plutôt que favoriser l'intelligence artificielle, on ferait mieux de lutter contre la bêtise naturelle. Et c'est vrai que c'est une jolie réflexion qu'on aurait pu attribuer à Voltaire. Il y a l'âge aussi. Vous abordez le phénomène de l'âge et vous dites que Voltaire a continué à réfléchir, à penser, à être consulté très âgé et très vieux, et qu'aujourd'hui, on a tendance à ne plus croire aux personnes plus âgées que vous. Oui, c'est pas moi qui le dis juste, et seulement. Il y a aussi toutes ces statistiques sur regarder au fond ce qu'il y a derrière le mot senior. C'est triste, effectivement, et souvent, on ne parle plus de pré-retraite, mais d'une certaine manière, si le mot n'est plus prononcé, il est encore dans certains cas et certaines situations d'entreprise, il est encore prononcé d'une certaine manière, différemment, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à 84 ans, il était encore vif. Il faut dire que si vous regardez attentivement son allure, il était maigre comme un marathonien, avec une résistance incroyable. Et il dormait peu pour écrire beaucoup. Et c'est vrai que ça, probablement, l'exercice de la pensée que, personnellement, j'encourage et que je crois savoir que vous encouragez à travers les grosses têtes aussi qui pensent avec humour. Je pense que c'est un exercice à préserver encore et quoi qu'il en soit, voilà. Déranger sans blesser, c'est le mot d'ordre de l'éditeur à part qui publie votre petit ouvrage. Ça se lit très rapidement. J'ai eu la chance en plus de le lire parce que j'ai à la maison le buste, une copie évidemment, c'est même pas en bronze, d'ailleurs c'est en stuc, mais le fameux visage de Voltaire pris par Houdon. Et ça me faisait drôle de lire votre livre sur Voltaire avec le visage de Voltaire derrière moi. Vous appréciez d'ailleurs particulièrement ce visage de Voltaire que Houdon a pris. C'est quasiment un masque qu'il a fait, hein, c'est ça ? Oui, c'est un masque mortuaire. En fait, Voltaire était essoufflé, fatigué, et puis il recevait tard le soir, et il se trouve que le soir de sa mort, il est avec Houdon, qui partage une soirée. Il dit à Houdon... écoutez, je vais me reposer. Il s'allonge sur son lit, que l'on peut voir d'ailleurs au château de Ferney, près de la Suisse, là où il était, son château. Et donc, il s'allonge et puis Houdon assiste au dernier souffle, au dernier mot, et va poser effectivement le plâtre d'abord. Il va couler le plâtre sur le visage et garder ce masque que vous avez finalement et qui vous regarde
cher Laurent. Jacques Lang a fait la même chose quand il a pris la photo de François Mitterrand. Et c'était lui. à Honfleur, au musée Alphonse Allais, il y a le crâne de Voltaire jeune. Oui, c'est vrai. Qui est très intéressant à voir. Ah ouais. Voltaire Forever. Voltaire Forever, c'est signé Philippe Legrand et c'était notre livre du jour, publié chez l'éditeur à part.